Bonjour à tous. Bonjour à vous tous et merci d'avoir patienté. Merci d'avoir patienté pour ce direct spécial. Un direct un peu spécial dans lequel on doit parler de demandes d'admission et de la prise en charge. Donc, connectez-vous, partagez le direct, invitez vos amis, invitez tous ceux qui sont susceptibles de vouloir entreprendre les études supérieures en Belgique. Donc, envoyez les cœurs, donc n'hésitez pas. Surtout, partagez le direct. Donc, c'est ce que je peux vous demander, partagez le direct. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, il faut juste mettre un OK. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que la qualité est bonne? On va s'entretenir pendant une heure de temps. Donc, on va discuter pendant une heure de temps pour ce qui est des demandes d'admission. J'attends que vous vous connectez. Connectez-vous. Donc, partagez. Invitez un maximum de personnes pour que le direct soit interactif. Donc, je vais également répondre à vos questions que vous allez poser en commentaire. Connectez-vous, invitez vos amis. Le direct doit juste durer une heure de temps. Donc, le direct, c'est pour une heure de temps, pas plus. Et pendant la une heure de temps, je vais vous donner des stratégies à adopter pour ceux qui souhaitent poursuivre des études supérieures en Belgique. Merci, je vois joyeux anniversaire. Mais j'ai même pas encore annoncé, j'ai même pas encore annoncé. Donc laissez que j'annonce l'exclusivité. Merci de toute façon. On reviendra, pourquoi pas. Donc connectez-vous. Partagez le direct. Permettez que je le fasse aussi. Il faut partager le direct. C'était un direct spécial comme j'ai l'habitude de le dire. C'était un direct spécial. Merci de partager le direct et abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner également à la page parce que de plus en plus, je vais faire des directs comme ça pour m'entretenir avec vous pour tout ce qui concerne les études supérieures en Belgique. Donc, si tu es étudiant étranger et que les études en Belgique t'intéressent, sache que tu es au bon endroit. Donc, sur cette page, je partage avec vous les stratégies à adopter. Donc, comment monter son projet, comment se décider. Donc, pourquoi venir poursuivre vos études supérieures en Belgique? Quel est l'intérêt pour vous de venir poursuivre des études en Belgique? Comment est-ce que vous allez vous prendre? Quelles sont les stratégies à adopter, les erreurs à éviter? Et une fois de plus, on a un programme d'accompagnement qui, depuis déjà 3 ans, permet aux étudiants étrangers, beaucoup plus des étudiants africains, qui souhaitent venir poursuivre des études à l'étranger. Donc, pourquoi ne pas mettre un cap sur la Belgique? Donc voilà pourquoi nous avons décidé déjà depuis 3 ans déjà d'accompagner des étudiants qui souhaitent poursuivre des études en Belgique. Donc si toi également les études à l'étranger t'intéressent et tu vises la Belgique, sache que tu es au bon endroit. Donc sur cette page, grâce à l'expérience que nous avons eue, grâce à l'expérience que j'ai, je suis apte à t'aider, je suis apte à te donner des conseils qui vont t'aider dans l'aboutissement de ton dossier. Et aujourd'hui, comme je disais, on parle spécialement des demandes d'admission et de la prise en charge. Donc, pour la première partie, je vais parler des demandes d'admission. Donc, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les demandes d'admission, les délais, comment constituer son dossier, les erreurs ou les pièges à éviter, les conditions. Et en bonus, je vais vous dire concrètement, ou alors je vais vous donner des astuces pour obtenir une admission en Belgique. Donc, si tu es étudiant et que les études en Belgique t'intéressent, comme j'ai fait que le dit, ce direct est fait pour toi. Donc, et dans la deuxième partie, je vais parler de la prise en charge. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour poursuivre des études en Belgique, il faut avoir un garant.
Et le garant, c'est celui-là qui va te signer une prise en charge. Donc, c'est un document qui atteste que tu as des moyens suffisants, ou alors qu'il y a quelqu'un qui a des moyens pour pouvoir te prendre en charge durant ton séjour en Belgique pour tes études. Et c'est très important parce que si tu n'as pas de prise en charge, tu ne pourras pas introduire une demande de visa. Non, c'est très important. Et pour ceux qui posent la question de savoir, est-ce qu'il faut un garant ou une caution? Il faut savoir que la caution existe en Belgique, mais elle n'est pas mise en avant. Donc, à mon avis, l'État belge privilégie des prises en charge. Donc, d'après mes recherches, je me suis renseigné. Pardon, je me suis renseigné, on m'a fait comprendre que eux, ils privilégient la prise en charge parce que c'est quelqu'un qui prend l'engagement de s'occuper de toi durant ton séjour. Ça peut être une année, ça peut être toute la durée de tes études. Et si cette personne n'est pas capable de te prendre en charge, ça c'est un problème que l'État belge peut poursuivre le garant en justice. Alors que lorsque c'est une caution, une fois que la somme est épuisée, l'État belge n'a pas cette possibilité-là parce qu'ils t'ont accepté sur leur territoire sur base de cette caution-là. Donc, si ce montant dédié à la caution est dépensé ou alors est bousillé avant que l'année ne s'achève, comment dire, ils n'ont pas la possibilité de te mettre une quelconque pression. Alors que lorsque c'est un garant, il est censé t'occuper de toi. Donc, on veut juste se rassurer il a des moyens suffisants. Il s'occupe de toi durant ton séjour. De toute façon, on va parler dans la deuxième partie. Permettez qu'on partage le direct. Donc, partagez le direct. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un an de plus. Donc, c'est pas pour rien que j'ai décidé de vous faire ce direct aujourd'hui. J'ai décidé de faire ce direct parce que j'ai estimé que c'est un jour spécial non seulement pour moi, mais pour tous ceux que j'accompagne. Parce que cette année, il y a environ 60 étudiants étrangers que nous accompagnons. Donc c'est un travail énorme et c'est aussi passionnant parce que pour nous, ce qui compte, c'est d'amener des étudiants étrangers à venir acquérir des connaissances dans un pays où il y a cette possibilité d'apprendre facilement. Il y a cette possibilité, autant pour moi, d'être accompagné. Donc, il y a cette possibilité d'être à l'aise durant ton séjour pour tes études en Belgique. Donc, c'est vraiment passionnant pour nous. Donc, on est fiers d'accompagner des personnes qui ont un réel plaisir parce que dans cette aventure, il y a des aventuriers. Donc, permettez que je dise comme ça. Il y a des aventuriers parce que ils ont peut-être cette envie, mais ils sont pas motivés. Donc, au fond, il n'y a aucune motivation qui va avec. Donc, ce genre de profil, on rencontre tous les jours et on va rencontrer de plus en plus, mais on se focalise sur des gens qui sont vraiment passionnés, sur des gens qui ont vraiment le réel plaisir de venir poursuivre des études en Belgique. Euh, Bonjour Giovanni, bonjour Karim, bonjour Abdou Baké, bonjour Rostand, bonjour à Daniel Essomba, bonjour à Rostand Brice, j'ai déjà dit bonjour, bonjour à José Brigitte, donc bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Euh, Continuez de partager le direct, hein, continuez de partager le direct, c'est vrai que là on accuse déjà 10 minutes de retard, en plus des 15 minutes précédents, c'est quand même énorme, c'est quand même beaucoup. Mais permettez que on partage le direct. Permettez qu'on essaye de partager le direct pour être un peu nombreux. De toute façon, ceux qui vont pas voir le direct, peut-être qu'ils le verront en différé. Donc ça, c'est une certitude. J'espère que vous m'entendez. J'espère bien. Partagez le direct.
Écoutez, ceux qui ont des questions, je vais répondre au fur et à mesure. Donc, par exemple, à la question de José Brigitte qui dit je suis non, c'est pas José, c'est Ariette Seguet qui dit bonjour, à quel niveau intervient le papier de prise en charge dans la procédure? De toute façon, je vais vous expliquer. Donc, pour l'instant, ce que je vous demande, c'est de partager le direct, partager, inviter vos amis, inviter des personnes susceptibles d'être intéressées par des études en Belgique. Donc, partagez, si je vous demande, partagez le direct. Je suis à Liège, je souhaiterais comment faire pour aider mon neveu. A eu son bac en 2017, il a son équivalent l'année dernière. Euh, Brigitte, tu peux me contacter inbox. Tu peux me contacter inbox. De toute façon, je te laisse mon numéro. Je te laisse mon numéro. Tu pourras me contacter et je t'expliquerai comment est-ce qu'on procède. Voilà, voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Là, je pense qu'on est déjà un homme considérable. On va essayer d'avancer. On a accusé quand même assez, je crois, c'est plus de 30 minutes de retard. Donc, on va commencer. On va pas attendre les retardataires. Bonjour, bonjour Chérif, bonjour Zizou, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui joignent le direct en ce moment. Je vous dis bonjour et bienvenue dans ce direct. Je rappelle, aujourd'hui, on va parler principalement des demandes d'admission. On va parler des demandes d'admission et de la prise en charge. C'est tout ce qu'il faut savoir sur les demandes d'admission lorsque vous décidez de venir poursuivre vos études en Belgique. Donc, et la deuxième partie, on va parler de la prise en charge. Tout ce qu'il faut savoir sur la prise en charge. Quelles sont les conditions que le garant doit remplir pour pouvoir vous signer cette prise en charge-là. On va parler des stratégies à adopter, des pièges, des erreurs à éviter. Parce que de toute façon, c'est ça mon objectif, c'est ça le rôle, c'est ce que nous faisons sur cette page. C'est le travail que nous abattons depuis 3 ans déjà à accompagner des étudiants qui ont le rêve de poursuivre des études à l'étranger. Donc aujourd'hui, on va parler en première partie des demandes d'admission. Donc là, j'entre directement dans le sujet principal, le premier sujet, à savoir les demandes d'admission. Mais pour rappel, la procédure à suivre pour venir poursuivre des études en Belgique débute généralement au mois de novembre. Au mois de novembre avec l'ouverture du service des équivalences. Mais c'est un projet qu'il faut mûrir. Donc, lorsque vous avez déjà obtenu votre diplôme de baccalauréat, ou alors, même si après votre diplôme de baccalauréat, vous poursuivez déjà vos études, dans le supérieur, que vous soyez en première année, que vous soyez en deuxième année ou en troisième année, quatrième, cinquième année, c'est un projet qu'il faut mûrir. Bonjour, Sénor Martello, bonjour Jules Mambo, bonjour à tous, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à préciser vos pays pour que ça me permette de savoir à qui je parle. Cela va me permettre de savoir quels sont les différents coins du monde où vous suivez ce direct. Donc n'hésitez pas à laisser les pays en commentaire, n'hésitez pas, laissez vos pays en commentaire. Donc je disais que venir poursuivre des études en Belgique ne se décide pas du jour au lendemain. Donc dès lors que vous décidez, ou alors dès lors que vous rêvez de venir poursuivre vos études en Belgique, il faut mûrir cette idée-là, il faut vous décider
pas sur le coup, parce que c'est un projet qui demande non seulement beaucoup de temps, qui demande un investissement, et qui demande des recherches et de l'accompagnement. Et c'est concrètement ce qu'on fait sur cette page. C'est concrètement ce que notre agence essaye de faire depuis 3 ans. Donc, on accompagne les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre des études en Belgique. Dès lors que tu décides de poursuivre tes études en Belgique, il faut savoir que ça serait pas facile parce que c'est un projet qui prend environ 6 mois, parfois 1 an. Donc, parfois 1 an. Pour quelqu'un qui commence les démarches au mois de novembre, il ne pourrait être en Belgique à partir du mois de juillet, s'il est arrivé tôt, donc juillet, août de l'année suivante. Donc, je vais dire, c'est un projet qui prend du temps. Et lorsque tu entames la procédure, peut-être avec l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat, ensuite, il arrive l'étape où il faut trouver une admission dans une université ou dans une haute école en Belgique. Et la question qu'on me pose souvent, c'est de savoir, est-ce que je vais m'inscrire dans une université ou dans une haute école? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a des étudiants étrangers qui, par exemple, doivent payer des frais de scolarité plus élevés que les autres. Donc ça, c'est en fonction des pays. Ça dépend de l'indice, je crois que ça doit être l'indice de développement de chaque pays. Donc ça varie. Des pays peut-être plus pauvres vont payer des frais de scolarité plus bas que les pays un peu développés ou les pays les plus avancés. Du coup, c'est un critère qui permet de se décider. Par exemple, pour un étudiant gabonais qui veut venir poursuivre des études en Belgique, s'il décide de poursuivre ses études à l'université, il doit payer environ 4 135 € par an comme frais de scolarité. Donc, ça, c'est le montant qu'un étudiant étranger gabonais, je précise bien parce que c'est en fonction des pays. Maintenant, un étudiant étranger camerounais, à l'université, il doit payer 835 €. Donc, vous voyez qu'il y a une différence de près de 3 000 € ou plus de 2 000 €. Disons environ 3 000 € de différence. Il y a une différence sensiblement de 3 000 €. C'est un critère qui permet de se décider. Un deuxième critère, c'est la décision d'équivalence. Pour ceux qui veulent poursuivre des études, que ce soit en première année, que ce soit en deuxième année, que ce soit en troisième année. Si tu as une équivalence de type court, parce que il faut savoir qu'il y a l'équivalence de type court et il y a l'équivalence de type long. Donc, si tu as une équivalence de type court, tu ne peux poursuivre tes études que dans l'enseignement, dans des hautes écoles. Il faudrait bien que je précise. Donc, type court, ça veut dire tu as droit aux études en première, deuxième et troisième année. Type long, ça veut dire que tu peux aller jusqu'en cinquième année. Donc, après un bachelier, qui est considéré comme une licence dans certains pays, il y aura après 3 années de licence, tu peux aller jusqu'au master. Donc, ça, c'est une équivalence de type long qui donne accès à ces études-là. Et l'université n'accepte que les équivalences de type long. Donc, si tu as l'équivalence de type court, tu ne peux pas choisir d'aller à l'université. C'est impossible puisque ton équivalence ne te donne pas accès. Donc, voilà pourquoi ces deux aspects déjà permettent de s'orienter ou alors permettent de se décider. Et c'est concrètement ce que nous faisons. Donc, en fonction des étudiants, en fonction du cas par cas des étudiants que nous accompagnons, on est capable d'orienter l'étudiant sur le choix qu'il peut faire, que ce soit l'université ou la haute école, donc en fonction des situations. Revenons aux demandes d'admission, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous parle des demandes d'admission et de la prise en charge. Même si de temps en temps, je vais un peu extrapoler, parler d'autres choses. Ce qu'il faut savoir pour ce qui concerne les admissions, c'est que la période des demandes d'admission en Belgique varie, ou alors s'étend de janvier de l'année au 30 avril. Bon, ça c'est la date officielle. Donc, par exemple, toutes les universités. Donc, après le 30 avril de l'année, donc par exemple le 30 avril 2020, si tu n'as pas une admission dans une université belge, toi étudiant étranger qui me regarde en ce moment, c'est impossible d'envisager de venir poursuivre des études en septembre 2020. Donc, à partir du mois de janvier,
bah, c'est pas toutes les écoles. Donc, quand je dis à partir du mois de janvier, ça veut dire il y a quelques établissements. Par exemple, les septièmes, uniquement pour ceux qui veulent faire des classes prépa. Il y a des septièmes qui commencent au mois de janvier. Après, il peut y avoir quelques hautes écoles, une ou deux hautes écoles, forcément qui n'ont pas les filières qui correspondent à ce que vous voulez faire. Donc, j'estime, donc quand je donne cet intervalle-là, c'est juste pour vous dire que à partir de ce moment, vous pouvez déjà vous rendre sur le site internet de chaque établissement en Belgique pour faire des recherches. Quelles sont les formations qu'ils offrent, quelles sont les conditions, etc. Bonjour Aristide, bonjour Daniel, Joël, bonjour. J'aimerais avoir votre numéro privé car difficile de vous joindre sur le numéro WhatsApp que vous avez fourni. Je ne comprends pas bien les études des types longs et des types courts. Oui, je vais faire une petite parenthèse sur les études des types longs et des types courts. Je disais ceci, que une équivalence des types courts, donc c'est une équivalence qui te donne accès aux études en première, en deuxième et en troisième année. C'est ça une équivalence des types courts. Et lorsqu'on dit que en Belgique, tu entreprends des études de type court, ça veut dire que tu fais un programme sur 3 années. Donc, au terme de ces 3 années de formation, tu obtiens un diplôme qui s'appelle le bachelier. Le bachelier, c'est l'équivalent d'une licence dans certains pays. Donc, après 3 années, tu obtiens le bachelier. Ça, ce sont des études de type court. Maintenant, les études de type long, ce sont des études qui vont au-delà des 3 années. Donc, après 3 années, tu fais une 4e et une 5e année et tu obtiens un master 2. Donc, c'est ça qu'on appelle des études de type long. Donc, c'est long lorsque tu vas au master, c'est court lorsque tu t'arrêtes au bachelier. Donc, en bref, c'est ça. Donc, je disais ceci, la période des admissions s'étend de janvier au 30 avril. Même si au-delà du 30 avril, il y a encore des établissements qui acceptent des étudiants étrangers. Donc, c'est pas pour autant que le 30 avril, tu ne continues pas de chercher. Et de toute façon, tu ne vas pas attendre le 30 avril pour commencer à chercher. Il y a des établissements d'enseignement supérieur, notamment beaucoup plus les hautes écoles et les écoles privées, qui acceptent des étudiants, même en mai. Donc même en mai, tu postules, il y a moyen, même en juin, quand tu postules, il y a cette possibilité-là. Pardon. Mais il faut savoir que pour obtenir une admission dans une université ou dans une haute école, il faut s'y prendre tôt. Donc quand je dis s'y prendre tôt, ça veut dire qu'à partir de janvier ou même bien avant, ou même 3, 4, 5, 6 mois à l'avance, il faut aller sur le site internet de l'établissement en question. Il faut faire des recherches. Même comme je sais que de nos jours, c'est difficile pour certains étudiants de faire des recherches sur internet. Donc tout ce qui les intéresse sur internet, ce sont des futilités. Donc il faut apprendre à faire des recherches. Il faut apprendre à vous renseigner. Donc dès lors que vous décidez de venir poursuivre des études en Belgique, il faut faire des recherches. Il faut aller sur Google, il faut chercher à savoir, il faut chercher à avoir un maximum ou alors un minimum d'informations sur des études en Belgique. Donc, quels sont les établissements, quel est le système d'enseignement, quels sont les diplômes que vous pouvez avoir, quelles sont les conditions, etc. Donc, c'est élémentaire, c'est ce qu'il faut faire à la base. Il y a des questions parfois qu'on me pose et je suis scandalisé. Par exemple, lorsque quelqu'un vient me demander il existe combien d'universités en Belgique? Ça, c'est un exemple. Même si c'est une question qu'on me pose d'habitude. Il existe combien d'universités en Belgique? Non, mais soyons sérieux quand même. Si tu vas sur Google, il suffit juste de taper quelles sont les universités de Belgique. Mais Google va te donner la liste des universités. C'est simple. Mais lorsque vous posez une question comme ça, moi, ça me dépasse.
Donc voilà pourquoi j'accompagne des étudiants sérieux. Voilà pourquoi j'accompagne des personnes sérieuses, des personnes qui veulent vraiment venir poursuivre des études à l'étranger. Euh, Revenons aux admissions. Donc je disais, il faut s'y prendre tôt. Donc s'y prendre tôt, ça veut dire faire des recherches à l'avance, regarder les conditions, regarder les formations que l'établissement offre. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que cela cadre avec votre projet professionnel? Parce que c'est aussi important d'avoir un projet, parce qu'il suffit juste pas de dire je vais aller étudier en Belgique. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire demain? Cela te permet de ne pas changer d'orientation dès que tu seras en Belgique. Parce qu'il y a des étudiants qui arrivent ici et chaque année, ils changent d'orientation. Il est arrivé peut-être pour des études en droit. L'année qui suit, il se retrouve à faire des études en, comment est-ce que je vais dire, en informatique. Et l'année d'après, il se retrouve en train de faire des études en sciences paramédicales. Et c'est très dangereux parce que lorsqu'on se rend compte que non seulement vous n'avancez pas dans vos études, mais que vous changez de filière, cela est mal perçu. Donc, il arrive que vous ayez des problèmes de titre de séjour. Parce que si on se rend compte que tu n'avances pas dans tes études, on peut tout simplement ne pas renouveler ton titre de séjour. Et tu te retrouves en situation d'irrégularité en Belgique. Et ça devient compliqué. Tu vois, l'étudiant, tu commences à stresser, tu sais plus à quel sein te vouer. Donc, il est important d'être capable de choisir son orientation. Il faut faire des recherches à la base. Permettez que je branche, mon GSM. Voilà. Voilà. Donc, je disais ceci. Il est important de faire des recherches à l'avance. Il faut faire des recherches sur le site internet de chaque établissement. Il faut se renseigner. Parfois même, il faut faire des mails à l'établissement. Donc, vous savez ici, la plupart des établissements ont des sites internet et répondent par mail. Donc, je mets quiconque au défi de faire un mail que ce soit une université ou une haute école. Rassurez-vous, vous avez un délai très court pour qu'on vous réponde. Non, c'est pas comme dans certains pays qu'on connaît. Tu fais un mail, tu n'as jamais de suite, tu sais pas ce qui se passe, Donc, mais ici, si tu fais un mail à l'établissement, voilà, pour avoir plus d'informations, je fais ci, je fais ça, ils vont te répondre. Et d'ailleurs, je peux vous dire que sur le site internet, il y a généralement la plupart des informations. Donc, il faut faire des recherches, il faut se décider en fonction de ce que tu veux faire plus tard dans ta vie. Il faut choisir l'orientation. Et d'ailleurs, si tu as des difficultés à pouvoir te décider, nous sommes là pour ça. Donc, notre agence est là pour ça. Donc, c'est l'accompagnement, c'est ce qu'on fait. C'est l'orientation, c'est le coaching, c'est l'accompagnement. Donc, si tu as des difficultés, on te permet de te décider. Donc, en fonction de ton type des diplômes de baccalauréat, en fonction des études que tu as entrepris dans le supérieur, en fonction de ce que tu veux faire, on sait t'orienter. Donc, notre rôle aussi, c'est de permettre à l'étudiant de ne pas retarder son projet professionnel. Parce que quelqu'un qui veut être ingénieur et qui choisit mal se retrouve dans 5 ans, peut-être qu'il passe le temps à changer des filières. 5 ans après, il n'est pas ingénieur, il n'a pas son diplôme parce qu'il était mal orienté, parce qu'il n'a pas fait le choix qu'il fallait faire. Donc, c'est aussi ça notre challenge. Le challenge, c'est de pouvoir vous orienter dans le choix de vos études supérieures en Belgique. D'ailleurs, le choix de la formation que tu vas faire en Belgique influence également sur la décision de demande de visa auprès de l'ambassade. Ça, c'est important. Donc, je prends un exemple. Quelqu'un qui a fait des études, peut-être, qu'est-ce que je vais dire, peut-être en communication, et qui a un diplôme, dans ce domaine-là, et qui décide de venir poursuivre des études en Belgique et choisir une autre filière. Donc, il cherche pas à avancer. Peut-être qu'il avait un master et il cherche pas peut-être à postuler pour un master de spécialisation en Belgique ou pour un master complémentaire, etc. Généralement, s'il est mal orienté, il va aller se réinscrire en première année pour reprendre ses études dans une autre filière. Et généralement, ça sont des décisions qui
qui veut dire quoi? Qui conduisent à un refus systématique ou alors un refus, dans la plupart des cas, à ta demande de visa. On va tout simplement te dire que c'est une régression. On ne comprend pas pourquoi, après avoir obtenu ces diplômes, tu décides de reprendre tes études à zéro. Même si, ici en Belgique, il y a des Belges qui peuvent décider, même après un Master 2, de reprendre dans un cycle qui l'intéresse. Mais sauf que dans ce cas, il n'est pas financé, il n'est pas... Il faut savoir qu'en Belgique, il y a l'âge. Donc là, il n'est plus subventionné, il n'y aura plus assez d'allocations, comme si il remplissait encore tous les critères. Donc, c'est important de le savoir. Il disait qu'il faut faire des recherches, il faut se décider, il faut choisir de son orientation. Maintenant, il faut vérifier les critères, il faut vérifier les critères ou alors les conditions requis pour pouvoir être admis dans une université ou dans une haute école. Il y a des gens qui décident de postuler dans une école alors qu'ils n'ont pas vérifié s'ils remplissaient les critères d'éligibilité. Ça, c'est important. Parfois, il y a l'âge qui est un facteur. Parfois, il y a les études antérieures. Il y a des établissements qui disent, bon, si tu as repris plus de 2 fois, ça ne sert à rien de postuler. Donc, il faut voir si tu remplis les critères. Donc, si tu ne remplis pas de critères, ça ne sert à rien de postuler. Ça, c'est très important. Et maintenant, il faut, une fois de plus, vérifier le moyen par lequel l'établissement accepte. Il faut vérifier les conditions, les moyens par lesquels l'établissement accepte vos demandes. Parce qu'il y a des établissements qui vont vous demander d'envoyer vos dossiers par mail. Il y a des établissements qui vont vous demander d'envoyer vos dossiers par la poste. Il y a des établissements qui vont vous demander de légaliser des documents. Donc, tout ça, il faut vérifier. Donc, ce sont des informations qu'il faut vérifier. Il faut remplir toutes ces conditions. Il faut être capable de... qu'est-ce que je veux dire? Il faut être capable d'émettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir obtenir cette admission-là. Donc, voilà une fois de plus pourquoi nous, on se bat pour que l'étudiant ait toutes les chances de son côté pour pouvoir obtenir une admission. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est notre rôle. Et depuis 3 ans déjà, on peut vous rassurer qu'il y a plus d'une dizaine d'étudiants qui poursuivent des études en Belgique grâce à nous. Donc, c'est un travail de plusieurs années. Donc, c'est grâce aux expériences que nous avons acquises, autant pour moi, donc, que nous sommes capables de vous dire avec certitude ce qu'il faut faire pour ce qui concerne les admissions. Et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a des établissements en Belgique qui vont vous demander les frais d'étude des dossiers. Et d'autres ne vont rien vous demander. Il y a des établissements qu'une fois que l'admission a été acceptée, ils vont vous demander de payer le Minerval, donc, ou alors les 10% de la scolarité. Et ce sont les 10%. Bonjour Auguste, c'est comment boss? Bonjour Justin, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui prennent le direct en cours. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous parler des études en Belgique, notamment en ce qui concerne les demandes d'admission et l'équivalence des diplômes. Donc, je te disant que il y a des établissements qui vont vous demander les 10%. Généralement, les universités, c'est comme ça que ça marche. Donc, une fois que l'étudiant a postulé et qu'il a été accepté, l'université te demande de payer les 10% des frais de scolarité. Donc, si tu fais partie des pays qui payent annuellement 835 € de frais de scolarité, 10%, ça fait environ 84 €. Donc, il faut payer environ 84 € pour que l'université te délivre le document avec lequel tu introduis ta demande de visa. Si tu fais partie des pays qui payent une année de scolarité dans une université, 4135 €, je crois, si je ne me trompe pas, il doit falloir payer 10%, environ 400
C'est combien? 413 euros, 415 euros environ. Donc, ça, c'est important de le savoir. Il y a des établissements qui ne prennent rien du tout. Donc, il y a l'exemple du Condorcet, la haute école en Hainaut, à savoir le Condorcet. Lorsque l'étudiant étranger est admis dans cette haute école-là, il ne paye rien du tout. Donc, il a le document pour sa demande de visa. Donc, il a constitué les dossiers comme l'établissement a demandé. Il remplissait les critères. Et il était accepté. Donc, il ne paye rien du tout. Donc, il ne paye rien. Et l'établissement te donne le document avec lequel tu introduis ta demande de visa. C'est quand tu arrives en Belgique que tu payes les frais de scolarité. C'est la raison pour laquelle on vous dit, la plupart des gens qui prétendent être des experts en ce qui concerne la procédure à suivre pour venir poursuivre des études en Belgique, et qui vous disent qu'avec 600 000 ou qu'avec 1000 euros, vous pouvez venir poursuivre des études en Belgique, mais sans vous expliquer concrètement de quoi est-ce qu'il est question. Donc, voilà pourquoi généralement je prends la peine. Je crois que dans l'une de mes vidéos, dans plusieurs vidéos, je vous ai expliqué que c'était vrai et c'était faux. Donc, eux, ils le disent parce que avec ce montant-là, 1000 euros, donc environ 600 000 francs CFA, 1000 euros, je ne sais pas combien ça fait en dollars, vous allez m'excuser, mais vous pourrez convertir vous-même. L'étudiant peut poursuivre, je veux dire quoi, l'étudiant peut financer la procédure jusqu'à l'obtention de son visa. Donc ça, c'est important de le savoir. Une fois que tu obtiens ton visa d'études, ça devient très compliqué. C'est en ce moment que les vraies choses commencent. Donc, avec 1000 euros, avec 600 000, comme on disait, tu as fait ton équivalence, tu as postulé dans des établissements, tu as introduit ta demande de visa, tu as fait ton certificat médical, bref, tu as fait tout ce qu'il fallait jusqu'à tu obtiens ton visa. En ce moment maintenant, les vraies choses commencent parce qu'il faut maintenant penser au billet d'avion, il faut penser aux frais de scolarité. Donc, si l'établissement dans lequel tu viens poursuivre tes études n'avait pas pris de l'argent à la base, rassure-toi qu'en Belgique, il faut payer la totalité pour avoir le document avec lequel tu demandes un titre de séjour sur le territoire belge. Donc, ceux qui disent « je peux arriver, je ne paye pas », c'est un gros risque parce que si tu arrives en Belgique et tu ne payes pas, ça veut dire que tu n'as pas le document pour régulariser ta situation. Tu as juste ton passeport et un visa. Maintenant, il te faut un titre de séjour. En ce moment, il te faut un titre de séjour sur le territoire. Ce titre de séjour, on te donne un titre de séjour étudiant sur la base du fait que tu es inscrit dans un établissement et tu as payé l'ensemble des frais de scolarité. Donc ça, c'est important de le savoir. Qu'est-ce qu'il faut ajouter sur cette partie, sur cette première partie qui concerne les demandes d'admission? Ce que je vais dire en bonus est tout simplement que obtenir une admission en Belgique devient de plus en plus compliqué, mais c'est possible. Compliqué pourquoi? Compliqué parce que de plus en plus, il y a des établissements qui se sont rendus compte que des étudiants n'avaient pas le profil. Pourquoi n'ont pas le profil? Parce qu'une fois qu'ils arrivent en Belgique, eux, ils n'avancent pas dans les études. Donc maintenant, les établissements mettent un accent sur le profil. Donc, ils prennent le temps d'analyser le profil de tous les étudiants qui postulent. Est-ce que celui-ci, est-ce qu'il remplit les critères? On regarde ton passé académique, on regarde les notes. Est-ce que celui-ci correspond? Donc, c'est quoi dire? C'est difficile, mais c'est encore accessible par rapport à d'autres pays. Donc, il y a plusieurs pays de l'Union européenne où les conditions sont encore vraiment très difficiles. Mais la Belgique, rassurez-vous, la Belgique est l'un des pays qui reste encore très ouvert. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Bonjour Paulin. Bonjour Paulin, j'espère que tu vas bien. Comment se porte Namu ce matin? Bonjour Isaac, bonjour Eugène, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui joignent le direct en ce moment. Un direct spécial, un jour spécial comme celui-ci. Donc c'est pas pour rien que j'ai décidé de faire ce direct. Donc globalement, je crois que j'ai terminé avec la première partie, que je peux conclure en disant ceci. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans l'obtention d'une
admission dans une université ou dans une haute école en Belgique, n'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser un message à travers cette page Facebook et on va vous répondre. Donc n'hésitez pas, on reste ouvert. C'est un plaisir pour nous d'ailleurs de permettre aux étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre des études en Belgique de les accompagner dans l'obtention d'une admission. N'hésitez pas également à regarder nos frais de service parce que c'est pas gratuit. Donc c'est pas gratuit. Donc ce qu'on fait, peut-être c'est vous donner des astuces à le faire vous-même. Mais si vous ne pouvez pas, si vous avez besoin de l'accompagnement des personnes expérimentées, c'est pas gratuit. Donc sur cette page également, il y a les frais de service. Et faut savoir que l'accompagnement pour l'obtention d'une admission dans une université ou dans une haute école, elle coûte 250 €. Donc à vous de faire une conversion en fonction de votre pays. Donc si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans l'obtention d'une admission, il faut prévoir 250 €. Et les 250 € n'ont rien à voir avec les frais de scolarité, les frais de légalisation et tout. Non, c'est juste des frais de prestation de services. Donc ce sont des frais liés à l'accompagnement que nous faisons pour vous. Donc ça c'est important de le savoir. Et ces frais sont remboursables, bien évidemment. Donc au cas où nous on n'obtient pas une admission pour vous, vous êtes remboursé à hauteur de 200 €. Donc, si vous avez versé 250 € et que après toute l'expertise qu'on a mis sur pied, et si on n'a pas une admission, vous êtes remboursé à hauteur de 200 €. Donc ça, il faut le savoir. Voilà, je crois que j'ai fini avec le premier sujet. On va passer au deuxième sujet on va passer au deuxième sujet qui concerne la prise en charge. Ça, c'est important de le savoir. La prise en charge. La prise en charge. Ça me fait rigoler parce que c'est quelque chose qui bloque beaucoup d'étudiants. Donc, il y a des gens qui veulent bien venir poursuivre des études en Belgique, mais ils ne savent pas qui va leur signer une prise en charge. Ils n'ont personne, ils n'ont pas un membre de la famille, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne qui peut les aider à signer, à les prendre en charge, je voulais dire. Donc, Namu, c'est pas très bien. Bonjour, grand coach. Et surtout un joyeux anniversaire. Merci Thierry, bonjour à toi. Comment se porte la Russie? T'inquiète, l'année prochaine on sera ensemble ici Thierry. L'année prochaine on sera en Belgique ensemble, donc ton dossier entre les bonnes mains. Donc, on suit ça de près. Justin, notre numéro privé est sur cette page. Donc, il faut nous contacter. Le numéro est sur la page de toute façon. Le numéro est sur la page. Angèle, Marianne. Qu'est-ce que tu attends depuis? Bonjour, c'est ce que j'attends depuis. Qu'est-ce que tu attends? La prise en charge. Merci Angèle, merci pour tous vos vœux. J'aimerais savoir quel est l'âge limite pour postuler au niveau bac. Seno Marcello dit: j'aimerais savoir quel est l'âge limite pour postuler au niveau bac. J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Et je suis toujours prêt à répondre, pourquoi pas. J'espère que j'aurai le temps de répondre à la fin de ce direct. Donc, permettez quand même que j'avance. Donc, là, je vais parler de la prise en charge. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu décides de venir poursuivre tes études en Belgique, oui, Angèle, là, j'entre dans le vif du sujet. Donc, lorsque tu décides de venir poursuivre tes études en Belgique, il est important déjà, voilà pourquoi je disais que c'est un projet qu'on décide, on ne décide pas d'un claque de doigts que bon voilà, je vais aller poursuivre des études en Belgique. Donc, il faut mûrir le projet, il faut discuter avec la famille, il faut discuter avec des aînés, il faut discuter avec des personnes qui sont susceptibles de t'aider dans ton projet, parce que lorsqu'il doit falloir trouver quelqu'un qui va te prendre en charge,
Tu es buté, tu as personne qui peut t'aider. Donc, tu as fait une équivalence, tu as obtenu une admission dans une université ou dans une haute école. Au moment d'introduire ta demande de visa, il y a personne pour te signer cette prise en charge. Il n'y a personne pour te prendre en charge. La procédure s'arrête, c'est dommage. Tu aurais fourni des efforts pour rien. Bonjour Franck. Très heureux anniversaire. Merci beaucoup. Pour une personne depuis le Cameroun en possession d'une licence droit, une licence doit-elle toujours passer par l'équivalent ou passer une demande d'admission? Voilà, je vais répondre après. Je vais répondre à vos commentaires après. Donc, permettez que j'avance. Donc, il disait, tu as avancé dans ta procédure et voilà, tu n'as pas de garant. Donc, tu n'as personne pour te prendre en charge. Et c'est dommage, la procédure s'arrête. Donc, voilà pourquoi il est important de trouver quelqu'un qui va te prendre en charge. Donc, ça, c'est important. Maintenant, quelles sont les conditions, ou alors quels sont les critères que doit remplir la personne qui doit vous signer la prise en charge, qui est appelé le garant? Selon les dispositions, les critères belges, là, je passe sous la main. Permettez que je regarde peut-être les chiffres exacts pour vous donner. De toute façon, le garant doit avoir un revenu. Donc, c'est ces revenus-là qui le permettent de vous prendre en charge. Le garant doit être capable de justifier qu'il a des moyens suffisants pour vous prendre en charge. Donc, s'il n'a pas de moyens et qu'il vous fait une prise en charge, s'il est dans un pays autre que la Belgique, la prise en charge serait tout simplement rejetée au niveau du consulat belge ou de l'ambassade du pays dans lequel il réside. Donc, ça sont des dernières modifications jusqu'en juillet 2019. Donc, si vous avez besoin du lien, je pourrais vous envoyer. Donc, ça, c'est sur le site de l'Office des étrangers. Donc, ils disent, qui peut souscrire à un engagement de prise en charge? Donc, qui peut signer une prise en charge? Qui peut te signer une prise en charge? Ils disent, toute personne qui a des ressources suffisantes pour supporter les frais de soins de santé, de séjour, d'études et de rapatriement d'un étudiant durant une année académique ou pour toute la durée des études envisagées, peut souscrire un engagement de prise en charge. Donc, voilà, c'est dit. Donc, il doit être capable de prendre en charge des frais de soins de santé, des titres de séjour, et d'études et de rapatriement. Donc, ça veut dire que l'étudiant est à sa charge. Mais ça ne veut pour autant pas dire que l'étudiant majeur, s'il fait des bêtises, c'est le garant qui doit assumer. Non. Non. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Donc, si tu es majeur et que tu fais une bêtise, non, c'est toi qui es responsable devant la loi, hein, c'est pas le garant. Le garant, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il te prend en charge. Il doit être capable d'avoir des revenus pour pouvoir te prendre en charge en Belgique. Le reste, les délits que tu commets et autres, ça n'engage que toi. Maintenant, si par exemple tu n'arrives pas à payer des frais de scolarité, c'est le garant. Si tu es malade et que tu n'arrives pas à payer tes factures, c'est le garant. Donc maintenant, si t'arrive un truc et qu'il faut que tu rentres au pays, c'est le garant. Donc voilà pourquoi ils mettent l'accent sur ce document-là. Maintenant, il faut savoir que en fonction du pays où réside le garant, la prise en charge a un avantage, a ses avantages, ses inconvénients. Et je vais un peu essayer de vous expliquer. C'est un bonus que je vous donne aujourd'hui. Et généralement, ce sont des trucs que je donne aux personnes que nous accompagnons. Mais je préfère dans ce Facebook, dans ce direct spécial, vous le dire. Moi, personnellement, je conseille aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études en Belgique
d'avoir un garant qui réside hors de la Belgique. Et je vais vous dire pourquoi. Ça ne veut pas dire que le garant, que si tu as un garant en Belgique, c'est pas valable. Ou alors c'est une mauvaise chose. Non, c'est pas ce que je dis. Pourquoi il est important d'avoir un garant qui est hors de la Belgique? Par exemple, si tu as un garant qui réside en Allemagne et qui t'établit une prise en charge, en fait, il décide de te prendre en charge, quelqu'un qui réside en Allemagne, il constitue, il prend ton admission, il constitue les dossiers, il est introduit auprès de l'ambassade de Belgique en Allemagne. Directement, ta prise en charge vient avec une solvabilité suffisante. Donc, c'est un cachet qui est apposé derrière ta prise en charge. Ça certifie tout simplement que ton garant a des moyens suffisants. Donc, ils n'ont plus besoin de vérifier. Ce qui fait que lorsque tu introduis ta demande de visa auprès du poste diplomatique de ton pays, la prise en charge est directement. Donc, c'est pas compliqué. Donc, lorsqu'ils trouvent apposer sur ta prise en charge solvabilité suffisante, ils sont d'accord. Donc, ça veut dire que tout a été vérifié en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où. Tout a été vérifié et effectivement, le garant a des moyens conséquents pour te prendre en charge. C'est un avantage parce que ça facilite la demande de visa. Donc, généralement, par expérience, ça fait en sorte que le délai de traitement de ta demande de visa soit plus court que les autres. Pourquoi plus court? Parce que il y a des demandes de visa qui sont introduites avec un garant qui vit en Belgique. Lorsque le garant n'a pas assez de moyens, ou alors lorsque c'est douteux ou pas de toute façon, en fonction de ces 3 dernières fiches de paye et du montant qu'il gagne, la demande de visa peut être transmise à l'Office des étrangers pour une analyse plus approfondie, ce qui prend plus de temps. Généralement, ça prend 1 mois et demi parce que le temps de transmettre le dossier par valise diplomatique et que cela arrive en Belgique, ça prend parfois 1 mois et demi. Et on sait très bien que le délai de traitement d'une demande de visa est très déterminant pour la suite. Donc, voilà pourquoi j'ai dit un garant qui est en Belgique et qui n'a pas les fiches de paye ou alors qui n'a pas un revenu conséquent. Lorsque c'est un revenu un peu douteux, pourquoi? Je vais dire douteux parce que lorsqu'il a des revenus qu'on estime que il y a des mois où ça fluctue, il y a des mois où il y a plus, où il y a moins, c'est probable, c'est possible que le dossier aille à l'Office des étrangers. Vous savez, lorsque le garant est en Belgique, il remplit juste l'annexe 32, comme ça s'appelle, le formulaire de demande, le formulaire de prise en charge. Il va à sa commune. La commune ne vérifie rien. On prend juste ses fiches de paye. Il vérifie, ok, est-ce qu'il a des enfants en charge? Est-ce qu'il vérifie? C'est une vérification là, sur le tas. Et voilà, il signe juste. Hein. On signe ta prise en charge, on te remet. Tu transmets à l'étudiant depuis son pays. Et c'est avec cette prise en charge et les 3 bulletins de paye que l'étudiant va introduire sa demande de visa. Bon, généralement, si tu es un garant qui touche un revenu assez énorme et qui n'a pas de personne en charge, et même s'il réside en Belgique, non, c'est bon, il n'y a pas trop de problème. Donc, maintenant, il y a un point très intéressant. Donc, quel est le montant des ressources dont doit disposer le garant? Donc, quel est le montant que le garant doit disposer, doit avoir? Quel est le revenu? Qu'est-ce qu'il est censé gagner chaque mois pour pouvoir te prendre en charge? C'est ce qu'ils ont mentionné ici. Donc, il dit, en règle générale, le garant doit disposer au minimum de, je vais me parler plus vite, un montant de base de 1254,82 € net par mois. Donc, net, ça veut dire qu'on a déduit des impôts, on a déduit des charges et tout. Donc, ce qu'il a net, ce qu'il reçoit, c'est 1254,82. Et à ça, maintenant, il faut ajouter 666 € net par mois pour l'étudiant en charge. Donc, ton garant, s'il réside en Belgique,
il doit avoir, en fait, pour qu'il te prenne en charge, en espérant qu'il n'a pas quelqu'un d'autre en charge, le garant doit avoir 1254,82 euros plus 666 euros qu'il est censé te donner chaque mois pour pouvoir te prendre en charge. Donc, lorsqu'on additionne les deux, permettez que j'additionne, on voit ce que ça donne. Je n'ai plus le montant en tête. Permettez. On est à 1254,82 plus 666. Voilà. Le garant doit avoir un revenu mensuel de 1920,82 euros net chaque mois pour pouvoir te prendre en charge, en espérant qu'il n'a pas quelqu'un d'autre en charge. Donc ça, c'est important. Donc maintenant, si le garant a peut-être un enfant à sa charge, dont on suppose c'est un papa ou c'est une maman, peu importe les circonstances, pardon, s'il a une personne en charge, ça veut dire qu'à ce montant-ci, il faut ajouter 150 euros par enfant en charge. Donc, si ton garant a un enfant en charge et il veut te prendre également en charge, il doit avoir un revenu net mensuel de 2070,82 euros. Comment le dire en Belgique? Il doit avoir un montant de 2070,82 euros net par mois. Donc, c'est important de le savoir. Et cette information-là est disponible également sur le site de l'Office des étrangers. Hein. Et je vais également publier ça sur la page Facebook. Donc, vous aurez également le... bonjour Ahmed, bonjour Ahmed, bonjour... Bonjour. Carole, c'est comment? Ah, j'espère que tu vas bien. Paulin a dit quoi? Écrivez-moi, je vous donne mon WhatsApp. Ahmed. Qu'est-ce qu'il dit ici? Justin, contactez-moi. Franck, il dit merci beaucoup pour ce point précis. Écrivez-moi inbox. Je vous donne mon WhatsApp. Ok. Bon, une petite précision. Hein, une petite précision. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable des relations ou alors des personnes que vous contactez sur cette page et avec qui vous entrez en contact pour quelconque transaction que ce soit. Donc, il faudrait bien que je précise. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur cette page ou alors qui viennent en commentaire généralement. Ils vont vous écrire, ils vont vous dire contacte-moi inbox, peut-être pour ci ou pour ça. Donc, je le précise bien parce que je sais qu'il y a des étudiants qui le font et plus tard ils viennent me dire je me suis fait arnaquer parce que et c'était à travers telle page et autres. Non, moi je précise bien sur cette page il y a un numéro et c'est ce numéro là que vous contactez. Donc si vous contactez quelqu'un d'autre en dehors de nous ou de moi sur cette page, vous êtes responsable, pas moi. Donc c'est juste une précision. Je reviens à la prise en charge et je termine avec, parce que là je pense que je suis arrivé au thème de ce direct. Bon, je disais que le garant doit justifier d'un revenu mensuel net. Et ce revenu-là, si par exemple ton frère veut te prendre en charge et qu'il n'a pas d'enfant, donc et qu'il n'a pas d'enfant qu'il prend en charge, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Allemagne, en France, peu importe. Il veut te prendre en charge et qu'il travaille. Je le disais, il doit avoir un revenu, il doit avoir, donc sur ces 3 dernières fiches de paye, il doit avoir un revenu supérieur ou égal à 1920,82 euros. Donc à vous de convertir pour voir ce que ça donne en dollars ou en francs CFA et autres.
Donc, même si ton garant réside en Côte d'Ivoire, qu'il réside au Cameroun, qu'il réside au Burkina Faso, au Congo et autres, il doit avoir ce même montant-là. Donc, ça, c'est important. Ça, il faut le savoir. Donc, si le garant remplit cette condition-là, voilà, il peut te signer une prise en charge. Ça, c'est important. Donc, cette personne-là peut te signer la prise en charge. Il peut te prendre en charge. Ça, c'est l'expression qu'il faut utiliser. Et il est toujours important, il est toujours souhaitable d'avoir un garant qui peut te prendre en charge pour toute ta durée d'études, pour toute la durée de tes études. Ça, c'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que celui qui te prend en charge et sur ta prise en charge mentionne que c'est juste pour te prendre en charge pour une année d'études en Belgique. Par exemple, pour l'année 2020-2021 qui arrive, cela suppose que, au terme de la première année, tu auras besoin d'une autre prise en charge pour l'année suivante. Alors que l'étudiant qui a un garant qui a mentionné sur l'annexe 32, l'engagement de prise en charge, que je prends en charge cet étudiant durant toute son année, durant toutes ses études en Belgique. Chaque année, tu n'as plus besoin de prise en charge. Il faut bien que je précise, tu n'as pas besoin de prise en charge si tu poursuis des études dans la même école et dans le même domaine de formation. Voilà, c'est ce que il fallait bien que je précise cela. Donc, si c'est lui qui te prend en charge, donc si ton garant t'a signé une prise en charge pour toute la durée des études en Belgique, cela est valable si et seulement si toi l'étudiant, tu poursuis des études dans, ça peut être dans le même établissement, ça peut être l'université ou la haute école. Donc, il dit si et seulement si tu poursuis des études dans le même établissement et dans le même domaine de formation. Donc, dès lors que tu changes d'établissement, tu auras besoin d'une nouvelle prise en charge. Donc, ça, c'est important. Donc, par exemple, tu viens en Belgique pour suivre des études l'année prochaine pour l'année 2020-2021, je te le souhaite. Tu viens poursuivre des études peut-être en management. Et après un an d'études, tu décides de changer, tu veux changer d'établissement. Si ton garant avait signé une prise en charge pour toute la durée, donc s'il avait décidé de te prendre en charge et t'a signé une prise en charge pour toute la durée, sache que l'année qui suit, pour renouveler ton titre de séjour auprès de l'administration communale de ta ville de résidence, tu auras besoin d'une nouvelle prise en charge qui mentionne la nouvelle école. Donc ça, c'est important. Il fallait bien que je précise cela. Je crois que j'ai terminé avec la deuxième partie. Je crois que j'ai été suffisamment clair. Je crois que j'ai bien expliqué. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez tout les laisser en commentaire. Je ferai le plaisir de vous expliquer une fois de plus. Donc, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, c'est ce qu'on fait. On passe le temps à répondre aux questions qu'on a déjà eu à répondre dans le passé. Donc, c'est le boulot qu'on fait de toute façon. Donc, on est habitué depuis 3 ans, c'est ce qu'on fait. Maintenant, je vais essayer de lire les commentaires pour essayer de répondre rapidement. On va commencer par... quelles sont les conditions? C'est Zizou Gaulois qui dit « Quelles sont les conditions d'admission pour un master informatique ?» Donc Zizou dit « Quelles sont les conditions d'admission pour un master en informatique ?» Dans plusieurs vidéos disponibles sur cette page, j'ai déjà eu à vous dire ceci. Pour être admis pour des études en master en Belgique, il est toujours préférable, il est souhaitable. Donc, je conseille toujours aux étudiants d'avoir au minimum un master 1 ou 2. Mais généralement, je dis toujours, tu dois même être en master 2 pour pouvoir postuler en master en Belgique. Pourquoi? Tout simplement parce que
La plupart des établissements d'enseignement supérieur en Belgique estiment que le niveau que vous avez obtenu depuis votre pays d'origine n'est pas le même qu'en Belgique. Ce qui fait que la plupart des étudiants étrangers se font rétrograder à un niveau inférieur. Donc, tu as une licence, tu veux postuler un master, on te rétrograde. Donc, une fois que l'établissement constitue le jury qui analyse ton profil, ils vont tout simplement, bon, dans la plupart des cas, il peut y avoir des exceptions. Donc, tu postules un master, tu as une licence, ils analysent ton profil et disent, bon voilà, on a bien reçu ta candidature, mais après analyse du profil, nous, on peut t'admettre qu'au niveau 2. Donc, c'est ce qui arrive. Hein. Ça, c'est ce qui arrive généralement. Ça, il faut bien le préciser, c'est ce qui arrive généralement. Et, une fois de plus, les conditions, comme je le disais, donc, en dehors d'être inscrit à un master depuis ton pays d'origine ou d'avoir un master, il faut, en fonction des domaines, avoir un bon niveau d'anglais. Généralement, il faut avoir une certification. Quoi, c'est niveau B2. Il faut avoir un TOEFL. Donc, c'est un diplôme, c'est une certification de langue anglaise qui vont favoriser ton dossier de candidature. Donc, en fonction des formations, généralement des formations en sciences de gestion, il faut ça parce que la plupart des matières sont dispensées en anglais. Donc, c'est important. Donc, par exemple, si tu veux faire des études en finance et audit, tu peux tout simplement tout faire pour avoir cette certification-là. Maintenant, en informatique, si tu as un master, je peux te dire, oui, tu peux postuler, tu as plus de chances. Si tu as une licence et que tu postules un master, tu peux tout simplement te voir rétrograder à un niveau inférieur. Ça arrive tout le temps. Et généralement, bonjour, s'il vous plaît. Ça, c'est Jules qui dit, j'aimerais savoir comment faire pour avoir l'équivalence des diplômes. L'équivalence des diplômes, ce qu'il faut savoir, c'est que il s'agit de l'équivalence du diplôme de baccalauréat ou alors l'équivalence du diplôme d'État. Donc, dans certains pays, ça s'appelle le diplôme d'État. Dans d'autres, c'est un diplôme de baccalauréat. De toute façon, c'est un diplôme qui est sanctionné par la fin des études secondaires. Et c'est l'équivalence de ce diplôme qu'on fait. Et pour avoir l'équivalence, c'est simple. Il faut constituer un dossier et l'introduire auprès du service des équivalences de Belgique. Et le service des équivalences ouvre du 15 novembre de l'année au 15 juillet de l'année suivante. Donc ça, c'est important. Et généralement, quelles sont les pièces qu'il faut fournir? Il faut fournir son diplôme de baccalauréat si c'est déjà disponible. Si tu ne viens pas de l'obtenir, si c'est disponible, tant mieux. Le diplôme de baccalauréat, le relevé des notes qui l'accompagnent. En fonction des pays, ça peut être on peut demander l'original. Pour certains, on peut demander une copie certifiée conforme. Il faut l'extrait d'acte de naissance. Il faut parfois une pièce d'identité. Il faut remplir un formulaire de demande d'équivalence, parfois une lettre de motivation qui va avec. Il faut payer les frais administratifs. En fonction des pays, ça peut être 150 €, ça peut être 200 €. Donc, ça dépend vraiment des pays. Et également, nous accompagnons des étudiants qui souhaitent introduire une demande d'équivalence. Donc, nous également, qu'est-ce qu'on fait? On oriente, on coach l'étudiant dans l'établissement de son équivalence parce que la décision d'équivalence a une influence sur la procédure en elle-même. Donc, et je disais au début de ce direct que si tu as une équivalence de type court, tu ne peux pas faire des études à l'université. Alors, comment mettre les chances de ton côté pour avoir une équivalence de type long? C'est ce que nous on fait. Non, c'est ça le boulot. Donc, on nous paye pour ça. Donc, voilà, je crois avoir répondu à ta question. Ce qu'il faut faire, c'est de constituer un dossier et de l'introduire auprès du service des équivalences, payer les frais administratifs. La question qu'on me pose souvent, est-ce que je peux le faire moi-même? Est-ce que je peux passer par quelqu'un d'autre? Vraiment, c'est au choix. Mais de toute façon, il faut toujours bien se renseigner. Je voudrais des infos concernant des admissions. S'il te plaît, peux-tu m'envoyer ton numéro privé, Lionel, et puis la Tunisie?
Euh, Lionel, euh, Lionel, il y a un numéro sur cette page. Là, je retrouve plus les commentaires. Donc, je disais qu'il y a un numéro sur cette page, donc il faut contacter, il faut nous écrire à ce numéro-là. On fera le plaisir de t'aider, pourquoi pas. Permettez, je sais pas, j'ai perdu les commentaires. Donc, pour la suite des commentaires, permettez que j'ouvre les commentaires veut plus, malheureusement, je n'arrive plus à avoir accès aux commentaires. Donc, c'est vraiment dommage. J'espère que je vais y arriver. Parce que je crois avoir terminé avec ce live. Donc, ce que je fais, c'est de répondre aux commentaires qui ont été postés. Qui ont été postés. Permettez. Moi, j'arrive plus à retrouver les commentaires, surtout les anciens commentaires, c'est terrible. Là, je vous retrouve. Bonjour Hugues, bonjour Alban. bonjour Christelle, bonjour Willy. Bonjour à Fracide, bonjour à Fosso. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans ce Facebook Live qui tend déjà à sa fin. J'étais en train de lire les commentaires jusqu'à ce que je perde le fil. Donc, bonjour. Existe-t-il une équivalence pour une licence professionnelle? Car n'est toujours entendu que pour le baccalauréat. Donc, Fracide aimerait savoir s'il y a des équivalences pour une licence professionnelle. Généralement, il n'existe pas d'équivalence. Donc, voilà pourquoi il faut voir avec l'établissement. Même le service des équivalences va vous dire de voir avec l'établissement s'ils peuvent valoriser votre licence professionnelle. Donc, c'est généralement pourquoi l'établissement vous admet à un niveau qu'ils estiment que vous méritez avec votre licence. Donc, c'est pourquoi il est difficile d'être admis en master avec votre licence. Mais il peut arriver des cas où tu es admis en master avec ta licence. Des exceptions, je disais tantôt, ça existe. Pour des personnes qui ont eu un parcours académique exceptionnel. Donc, ils ont eu des notes vraiment exceptionnelles, ils ont été parfaits. Ça arrive qu'ils sont admis en master, ça c'est possible, ça sont des exceptions et ça arrive. Et c'est aussi également en fonction de la moyenne que tu as obtenue durant ton baccalauréat, ton année de bac. Donc ça c'est important. Donc l'équivalence de la licence, non, c'est pas possible, sauf si c'est pour autre chose que les études. Pour les études, c'est toujours l'équivalence du diplôme de baccalauréat parce que c'est le bac qui donne accès aux études supérieures. Donc, une autre équivalence, peut-être en licence master, non. C'est l'établissement maintenant qui valorise cette licence-là et décide de t'admettre à un niveau où ils estiment que tu mérites. Ça prend combien de temps l'équivalence des diplômes? Salut Joël. Joël dit ça prend combien de temps? Généralement, sur le site du service des équivalences, je le disais, les équivalences commencent le 15 novembre et s'étendent jusqu'au 15 juillet. L'équivalence, généralement, si tu l'introduis sur le site internet, eux, ils précisent ceci, que les équivalences ne sont délivrées qu'à partir du 1er mars.
Donc, ça veut dire que même si tu introduis ton équivalence en novembre ou en décembre, tu ne pourras l'avoir qu'à partir du 1er mars. Mais ça ne veut pourtant pas dire que toutes les équivalences sont délivrées à partir du 1er mars. Il y a des équivalences qui sont introduites en novembre et la décision est rendue en décembre ou en janvier. Donc tu as déjà ton équivalence. Donc il y a des gens qui ont déjà l'équivalence définitive actuellement. Donc, une fois que la décision est rendue, ils t'envoient ton équivalence. Donc c'est juste une manière de dire, si tu as introduit ta demande d'équivalence, il ne faut pas mettre une pression quelconque. Donc il faut juste patienter, elle est en traitement et la décision sera rendue d'un moment à l'autre. Mais en moyenne, je peux dire, en moyenne c'est 2 mois. La moyenne, 1 mois et demi, 2 mois pour une équivalence. Maintenant, si tu attends le mois d'avril, si tu attends au mois d'avril, mars, avril, pour introduire une demande d'équivalence, ça peut prendre plus de temps parce que c'est saturé. Et eux, ils traitent les demandes au fur et à mesure. Donc, eux, ils traitent les équivalences par ordre d'arrivée. Donc, c'est ce que je tenais aussi à préciser. Bonjour. Je suis intéressé par une inscription au ETEC à Liège. Au ETEC à Liège pour mon petit frère qui est au Mali. J'ai appelé l'école et ils disent de l'inscrire par le net, mais on ne sera pas bloqué pour l'équivalent de ces diplômes. S'il faut te dire, ouais, il faut que je reprenne la question, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris, dit, ou c'est il ou c'est quoi, c'est elle. Elle dit, il faut te dire, je suis intéressé par une inscription au ETEC à Liège. Je suppose que c'est une haute école. Pour mon petit frère qui est au Mali. Donc, et ils ont contacté l'établissement et l'établissement a dit qu'il faut s'inscrire en ligne. Oui, la plupart des établissements, les inscriptions se font en ligne. La plupart des établissements. Et elle aimerait savoir s'ils ne seront pas bloqués pour l'équivalence. Si il veut s'inscrire en première, en deuxième ou en troisième année, il aura besoin d'une équivalence. Donc, et si l'équivalence n'est pas encore faite, vous serez bloqué au niveau de l'équivalence. Donc voilà pourquoi je vous conseille d'établir l'équivalence de son diplôme de baccalauréat. Généralement, ou alors dans la plupart des cas, l'établissement veut juste se rassurer que tu as déjà introduit ton équivalence. Donc, il veut la preuve comme quoi le dossier est déjà au service des équivalences. Donc parfois, ils n'ont même pas besoin d'équivalence définitive. Ils veulent juste la preuve que le dossier est déjà auprès du service des équivalents. Donc, il faut déjà le faire. Si ce n'est pas fait, il faut constituer les dossiers. Il faut le faire. Donc, et n'hésitez pas, si vous voulez bien sûr qu'on vous accompagne, pourquoi pas, c'est ce que nous faisons. Moyennant des frais de prestation et des frais d'accompagnement, nous on le fait. Mais vous pouvez toujours le faire vous-même. Vous pouvez constituer un dossier, le transmettre au service des équivalences. Et cela va vous aider pour la suite. Si oui, l'équivalent prendra combien de temps? Il dit plus ou moins 2 mois la durée. Pour l'équivalent, il cherche une inscription au niveau master. Est-il obligé de faire l'équivalence? S'il cherche à faire une équivalence au niveau master, donc ceux qui veulent s'inscrire en master n'ont pas besoin d'équivalence. Mais, comme je le dis, il faut savoir que si tu postules pour un master et que tu es rétrogradé et qu'on t'a plutôt admis en licence, par exemple, tu auras besoin d'une équivalence. Donc, et supposons que nous sommes au mois d'avril, tu as une réponse pour ta demande d'admission au mois d'avril, et ils te disent, ok, non, mais on va plutôt te rétrograder, on t'admet peut-être au niveau 3 ou au niveau 2. En ce moment, ils vont te dire, voilà, tu as été admis au niveau 2, il te faut une équivalence. À ce moment, tu te précipites pour introduire une demande d'équivalence. Et lorsque tu introduis une demande d'équivalence, en ce moment-là, ça prend plus de temps. Et lorsque la demande est introduite auprès du service des équivalences, si ce sont des originaux que tu as introduits, ça bloque la suite de la procédure. Parce que tu as besoin des originaux pour constituer un dossier pour la demande de visa. Donc, en ce moment, tu te trouves devant les faits accomplis. Attendre que le service des équivalences établisse l'équivalence et te renvoie les originaux. Le temps que tu as les originaux, tu dois constituer un dossier pour une demande de visa. Le temps que tu as introduit ta demande de visa, nous sommes déjà en juin. Et depuis l'année dernière, l'ambassade, l'Office des étrangers a bien précisé que le délai de traitement d'une demande de visa est de 3 mois. Donc, si tu introduis une demande de visa en juin, ils ont le droit
de l'étudier sur 3 mois, donc jusqu'à octobre, août, septembre, octobre. Et c'est même pas sûr qu'ils vont accepter en ce moment-là. Donc, ils font tout pour gagner du temps. Et après, ils vont tous, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'on te donne un refus de visa sous prétexte que tu as introduit une demande de visa tardivement. Généralement, c'est ça le motif. Donc, il faut gagner en temps. Il faut trouver le temps. Il faut trouver des astuces pour ne pas être dans cette situation-là. Bon, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai fait plus d'une heure et demie. Et pourtant, ce direct, c'est prévu juste pour 1 heure. Dans le prochain Facebook Live que je vais faire, pourquoi pas, je vais revenir peut-être sur les demandes d'admission parce que c'est le moment. Donc, ça, c'est le moment des admissions. Et j'ai des questions toujours sur des admissions et autres. Peut-être je vais faire notre direct dans les prochains jours pour parler des admissions. Et ensuite, on va aussi parler de la demande de visa. On va un peu encore parler de la prise en charge, vite fait. De toute façon, on va essayer d'échanger. Je vais essayer de mieux vous expliquer sur les mécanismes et les pièges à éviter dans les prochains lives pour ce qui est des admissions. Peut-être on va revenir sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On va essayer de vous aider autant qu'on peut. Bon, ceux qui sont pas capables ou alors ceux qui n'ont pas eu le temps de souscrire à notre programme d'accompagnement, on va prendre le temps de vous aider dans des directs. N'hésitez pas également, vous pouvez nous écrire à travers notre page Facebook, donc n'hésitez pas. Vichy, la flamme, qui dit bonjour, comment faire une demande d'équivalence pour quelqu'un qui est hors de la Belgique? Cette question, j'y reviens toujours. C'est compliqué. Je réponds à cette question tout le temps. Pour faire une équivalence, c'est simple. La première des choses que vous pouvez faire, c'est de nous confier votre dossier d'équivalence. Et en fonction des pays, comme je disais, les frais administratifs coûtent 150 € ou 200 €. Et à ça, si vous passez par notre agence, il faut prévoir 100 € de frais de prestation de service. Mais vous pouvez le faire vous-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut constituer des dossiers. Et le dossier, généralement comprend le diplôme de baccalauréat et le relevé de notes qui l'accompagne. En fonction des pays, le service des équivalences peut demander une copie certifiée conforme. En fonction du pays, il peut demander l'original du diplôme. Après, il y a l'acte de naissance qui accompagne. Il y a le formulaire de demande d'équivalence. Et aussi, il y a le paiement des frais administratifs qu'il faut joindre au dossier et l'envoyer auprès du service des équivalences. Et ça peut prendre 2 mois environ, actuellement, pour le traitement. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai retrouvé les commentaires. Paulin qui dit, pour une personne depuis le Cameroun en possession d'une licence, doit-elle toujours passer par l'équivalence ou passer directement à une demande d'admission? Pour quelqu'un qui a une licence, Paulin, sincèrement, il faut faire une équivalence. Ça, c'est pour éviter tout ce qui peut suivre après. Donc, il faut faire une équivalence. Donc, il faut faire une équivalence de son diplôme de baccalauréat pour pouvoir postuler. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, je le conseille. Voilà, j'ai plus assez de temps. Je vais devoir vous laisser. Donc, à très bientôt pour le prochain direct. N'hésitez pas à partager. C'est quoi, papou? Allez, très bientôt.